On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère municipale Marilyn Charbonneau. Elle a été élue il y a 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois. Elle siège, entre autres, sur ce nouveau comité de relations avec les citoyens. Elle va nous parler également des enjeux de son district. Mais d'abord, on parle de potes de marijuana. Est-ce qu'on va pouvoir fumer dans les endroits publics? Si on en croit le maire Alain Laplante, la réponse sera non. Depuis plusieurs mois, voire des années, on parle beaucoup dans l'espace public de la légalisation de la marijuana. On le sait, il y a un nouveau gouvernement à Ottawa depuis quelque temps, avec un gouvernement, un premier ministre, qui a promis de légiférer sur la question. Donc, à compter de quelque part après le mois de juillet, la marijuana sera donc légale au Canada, mais en même temps, on a lancé un peu le ballon dans la cour des gouvernements provinciaux qui, à leur tour, ont dû légiférer, mais il y a aussi une portion de l'affaire qui va revenir aussi un peu dans la cour des villes. Et quelques maires ont décidé de se positionner assez rapidement sur le sujet. Et c'est le cas d'Alain Laplante de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Éric. Bonsoir. Bonsoir. À quel moment avez-vous senti le besoin rapidement d'exprimer, votre opinion et d'exprimer également votre intention comme maire d'une ville? Bien, finalement, on n'avait peut-être pas réalisé, c'était pas tellement attardé auparavant, mais finalement, on voit la légalisation, bon, c'est chose faite. En juillet prochain, donc, il sera permis de consommer, il ne sera plus illégal de consommer et d'acheter du cannabis. Bon, là, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on va laisser les gens consommer tout azimut partout dans les endroits publics? Et je pense qu'il ne faut pas y réfléchir très, très longtemps pour en venir à la conclusion que la réponse, c'est non. On ne peut pas laisser les gens consommer, compte tenu du cannabis est très odorant, qu'il y a des fumées secondaires, donc on ne peut pas permettre aux gens de fumer ou possiblement on peut retrouver des enfants. Est-ce que ça fait l'objet de discussions avec certains de vos collègues maires ailleurs au Québec ou est-ce que ça fait partie même des sujets à l'UMQ? Ou est-ce que c'est de votre propre chef ou d'autres collègues là également ont décidé un peu de prendre le flambeau? Là, vous avez raison. La semaine dernière, nous avions une réunion de l'UMQ, une réunion des cités régionales. Donc, et c'était pas mal unanime autour de la table. Beaucoup de municipalités se préoccupent de la chose et souhaitent justement adopter une réglementation pour venir réglementer la consommation dans les endroits publics sur les municipalités. Donc, après ça, soit qu'il y a une réglementation imposée Québec ou si les réglementations sont adoptées dans les municipalités, je pense que ce serait de bonne loi qu'on se parle, qu'on adopte des réglementations un petit peu similaires pour l'ensemble des municipalités. Parce qu'à ce jour, de ce que le gouvernement du Québec a décidé ou va décider, il n'y a rien qui vient, disons, indiquer clairement les endroits où on a le droit ou on n'a pas le droit nécessairement, notamment les parcs municipaux. Là. Dans le projet de loi du gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec vient légiférer dans les endroits qui est sous sa juridiction. Exact. Donc, où les hôpitaux, les écoles. etc. Donc, le gouvernement a déjà dit, bien, chez nous, vous n'avez pas le droit de fumer du cannabis. Bon, maintenant, la question se pose dans les endroits municipaux, dans les parcs, sur les trottoirs, aux alentours des écoles. Et ça, c'est pas dit dans cette loi-là. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est qu'on devrait interdire la consommation dans tout lieu public, finalement. Bon. Et là, dans le fond, il y a 2 trucs qui s'affrontent aussi, parce que si on compare avec l'alcool, bien évidemment, il y a des bars où il y a des gens qui sont détenteurs de permis d'alcool, où on peut consommer de l'alcool dans un lieu dit public, là, un lieu privé, mais public en même temps. Dans le cas de la cigarette, bien là, ça, c'est autre chose. Évidemment, comme exemple, ici, en ce moment, on ne pourrait pas fumer une cigarette, mais on pourrait fumer une cigarette sur le trottoir, par contre. Mais on ne pourrait pas prendre un verre d'alcool sur le trottoir. Exactement. Bon, et comment on réussit? Parce que ça, c'est comme deux affaires. Là. Il y a la cigarette d'un côté, bon, la fumée, puis il y a de l'autre, il y a l'alcool, donc une substance euphorisante, si on veut. Là. Donc, comment on fait pour bâtir une réglementation municipale pour interdire ou permettre la consommation de cannabis? La réglementation n'est pas encore écrite, évidemment. On en discute. On en discutait pas plus tard que lundi dernier au comité plénier à la Ville de Saint-Jean. On en discute aussi avec les autres maires de l'UMQ. Je vous lance ça comme ça. Une façon qui pourrait être simple d'expliquer la chose, c'est
Là où c'est interdit de boire de l'alcool, bon, c'est interdit de fumer du cannabis. Et là où c'est interdit de fumer, bien, c'est interdit de fumer du cannabis. Donc, dans les lieux C'est assez fermés, clair, là. Donc, si on ne peut pas fumer la cigarette, on ne peut pas fumer de marijuana. et si on ne peut pas consommer d'alcool, bien, on ne peut pas consommer le cannabis. Je vous pose Donc, mais on se rend compte, en le disant, vous et moi, que ça devient quand même assez restrictif. Dans le fond, le seul endroit où quelqu'un peut consommer de la marijuana, c'est chez vous. c'est chez lui. Exactement. Donc, Sur son terrain, dans sa maison. C'est permis d'en acheter, c'est permis d'en posséder, c'est permis d'en fumer. Faites ça chez vous. D'autant plus qu'on n'a pas d'outils performants présentement pour contrôler les facultés affaiblies, la conduite en facultés affaiblies. Donc, si on permettait aux gens de consommer sur la place publique, dans le Vieux-Saint-Jean, bien, les gens vont retourner chez eux de quelle façon? Donc, une façon simple, consommer à la maison, vous indisposerez personne. Puis, tu sais, en société, il y a un principe qui dit que la liberté des uns s'arrête où la liberté des autres commence. Donc, dans le cas du cannabis, c'est un produit qui est très, très odorant. Déjà, la cigarette, lorsqu'on sort dans des lieux publics, sur le trottoir, souvent, on croise des groupes de fumeurs, ça peut être incommodant. Le cannabis, c'est 10 fois plus odorant que la cigarette. Si on prend un exemple peut-être un peu plus complexe, quand il y a des fêtes populaires en plein air et en public, prenons l'exemple de spectacle ici à la place publique, quand on a eu mon vieux Saint-Jean la nuit, la fête nationale au parc Jerry Boulet, ou même le festival de Montgolfière à l'aéroport. Si je suis au festival de Montgolfière, je peux fumer la cigarette et je peux m'acheter un verre de boisson. Est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais fumer mon joint en regardant un spectacle au festival de Montgolfière, par exemple? On en discutait pas plus tard que le c'est ça, on arrive là. Puis, bon, j'avais évoqué, moi... Remarquez qu'il y a déjà des gens qui fument aussi dans ces fêtes-là. Là. Ils ne sont pas très importunés par les policiers, là, mais bon, continuez. Mais la réalité, c'est que c'est illégal de consommer du cannabis présentement. Donc, présentement. Il y a peut-être des gens qui le fument illégalement ou en cachette. Ce qu'on pense, c'est qu'on doit laisser entre les mains des policiers un règlement pour venir interdire, pour venir faire une intervention auprès de gens qui consommeraient justement dans des lieux publics. Mais quand on arrive dans un événement en plein air où il y a à la fois de la cigarette et à la fois de l'alcool, est-ce que ça serait permis à ce moment-là? Si on se fie à nos discussions au conseil municipal, la réponse est non. On ne peut pas permettre aux gens de consommer de la drogue, du cannabis dans un lieu où il y a des enfants, où il y a une foule. Donc, on ne peut pas permettre, comme je vous disais, le cannabis, c'est très, très odorant. Et si on est en public, dans un festival, dans notre festival, le festival qui se veut le plus familial au Québec, on ne peut pas permettre aux gens de consommer du cannabis, ça me semble. Et ça, vous pouvez avoir pleine juridiction là-dessus? Comme ville, de dire, avez-vous les pleins pouvoirs? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire jurisprudence, quelqu'un qui décide de monter ça à la Cour suprême, de dire, hey, j'ai le droit de prendre un verre de bière à la fête nationale, donc j'ai le droit de fumer un joint, parce que j'ai le droit de fumer la cigarette? Bien là, Là, on est dans les scénarios, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme on est au début de cette affaire-là, et vous-même, les villes, là, vous voulez réglementer, mais en même temps, peut-être qu'un jour... Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question sans la présence de mon avocat. Oui, c'est ça. Donc, on verra si les règlements seront contestés. Mais selon les discussions que vous avez eues avec vos collègues au conseil, la réponse qui vient pour ce genre d'événement-là serait non. J'avais évoqué la possibilité de peut-être, à la fête nationale, avoir un permis spécial, mais on en discute, puis finalement, on en vient tous à la conclusion qu'on ne peut pas permettre... On avait pensé même souvent à la ronde, il y a des enclos, là, pas des enclos, mais des endroits spécifiques. Spécifiques, là, délimités. Mais dans le cas du cannabis, comme c'est très, très odorant, bien, on vient exposer finalement l'ensemble des festivaliers, l'ensemble des gens sur les lieux au cannabis. Donc, la réponse plus on y réfléchit, plus la réponse est non. Quand dit, je ne sais pas, André Fortier, l'état-major du service de police, bref, est-ce que vous les avez consultés là-dessus ou est-ce qu'eux-mêmes, d'emblée, vous ont fait part un peu de leurs inquiétudes? Bien, on anticipe des problèmes, évidemment, comme je vous disais tantôt, au niveau de la faculté, conduite en faculté affaiblie. Comment on fait pour déterminer si quelqu'un
a consommé ou pas consommé. C'est un réel problème. On anticipe des problèmes aussi dans les logements, dans les logements multiples des bâtiments. Si le propriétaire dit pas le droit de fumer dans mes appartements. Exactement. Donc, une figure où là, un locataire fume et là, ça décommode l'ensemble de l'édifice à logement. Donc, là, nos policiers pourraient être appelés à intervenir. On nous dit, comment on va faire pour réglementer, pour empêcher, pour contrôler ce règlement-là d'interdiction de consommation dans les lieux publics? Bien, je vous informe que présentement, à l'heure où on se parle, les policiers appliquent ce règlement-là parce que c'est interdit de fumer du cannabis dans les lieux publics. Dans le fond, ce ne serait pas si différent qu'actuellement. Donc, dans le fond, ce qu'on propose, c'est de maintenir cette interdiction-là. Quelle a été, à ce jour, donc, la réaction des 12 autres membres du Conseil? Parce que, évidemment, quand on a vu différents maires prendre position, c'était suite à votre rencontre à l'UMQ, puis dans plusieurs des cas, vous n'aviez peut-être même pas eu le temps d'en parler à l'ensemble des conseillers. Donc, c'est quelque chose que vous avez amené au dernier comité plénier. Quelles ont été les réactions de vos collègues là-dessus? Les gens m'appuient pas mal l'ensemble des membres du Conseil. Il y avait peut-être un membre du Conseil qui avait des petites réticences ou des doutes. Puis finalement, à la fin de la réunion, il s'est rallié. Donc, c'est même à la limite un peu apolitique, honnêtement. Là. Tout à fait. C'est comme... Et là, dans le fond... Je suis content de réaliser que j'avais l'appui du Conseil dans cette démarche-là. Donc, je vais continuer mes pourparlers avec justement... Vous avez lancé le débat aussi sur votre propre page Facebook. Là, à un certain moment, je pense que j'étais rendu à 250 commentaires. Il y en a peut-être plus aujourd'hui. Mais là aussi, je ne les ai pas tous lus, mais l'ensemble des réactions disait quoi, à peu près? La très grande majorité des réactions étaient favorables avec ma position. C'est sûr que certaines personnes, manifestaient leur désaccord, disaient, c'est un peu illogique, là, maintenant que c'est illégal, que la municipalité rende ça illégal. Mais non, ça ne sera pas illégal. Si quelqu'un se fait prendre à consommer du cannabis sur la place publique, il ne sera pas mis en prison. Il n'y aura pas de casier judiciaire. Mais une amende. Il pourra avoir une amende plus ou moins salée, tout dépendamment des amendes qu'on pourra décider. Et là aussi, il y a une volonté de s'entendre avec les autres maires du Québec pour avoir une réglementation. Donc, c'est quelque chose qui va être ramené probablement à la table de l'UMQ prochainement? Oui, tout à fait. Et puis, on a demandé justement à l'UMQ de nous proposer une réglementation qui pourrait être justement applicable un peu partout. Et je lisais même récemment que la CAQ avait un petit peu rattrapé le ballon au bon et proposait de modifier le projet de loi pour d'inclure ça tout azimut au Québec. Donc, c'est sûr que si cette disposition-là est déjà incluse dans la loi, bien, les municipalités n'auront pas nécessairement besoin de le faire à ce moment-là. Donc, si le Québec ne le fait pas, bien, les municipalités devront le faire. Pour les municipalités, je présume qu'il y a aussi un peu urgence d'agir parce que si le tout devient légal à compter de juillet prochain, puis on le sait, quand il y a un trou dans une loi, bien, ça laisse place à interprétation. Pas convaincu que les policiers veulent avoir à jouer avec ça. Là. Oui, puis on ne souhaite pas qu'il y ait de vide. De vide, puis on ne souhaite pas de faire un volte-face. Donc, on ne veut pas permettre aux gens de fumer sur le trottoir. Imaginez, vous sortez ici de la télévision, il y a 2-3 personnes qui fument du cannabis, vous allez devoir passer, vous sortez du restaurant avec vos enfants, vous devez passer à côté de fumeurs de cannabis. Donc, on ne veut pas le permettre, puis ensuite venir réagir, bien, ça n'a pas de bon sens, et venir l'interdire. Donc, on veut déjà, avant que ça soit légal, déjà mettre les balises sur où on peut consommer et où on ne peut pas consommer. Et en gros, bien, consommer à la maison, c'est la meilleure des décisions. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle avec la conseillère Marilyn Charbonneau de ses enjeux dans son quartier, mais également de ce nouveau comité pour consulter les citoyens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Pour tout savoir sur le sport dans la région, Sport Express est là pour vous. Première diffusion, mercredi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu, notre région, votre télévision.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous savez, il y a quelques mois, c'était les élections municipales un peu partout au Québec, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des nouveaux venus sur ce conseil municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu et c'est le cas de la nouvelle conseillère du district numéro 12 qui englobe grosso modo Colibri, 80, Île-Sainte-Thérèse, Marilyn Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. On est 2 mois après la sermentation. Oui. Il y a eu déjà quelques séances publiques, l'adoption d'un budget, nomination de comités, etc. Le recul n'est pas énorme, mais quand on vit une campagne électorale, on fait le choix de se présenter, on vit une campagne électorale, il y a des émotions, il y a beaucoup de travail. S'ensuit l'élection, dans votre cas, la sermentation, on est 2 mois plus tard. Comment on se sent? Bien, 2 mois plus tard, on se sent heureux d'être là pour enfin travailler sur justement les projets avec lesquels on discutait avec les citoyens. Il y avait quand même beaucoup d'enjeux dans le district. On a rencontré des gens qui avaient quand même des attentes aussi par rapport aux différents enjeux, que ce soit l'Île-Sainte-Thérèse, les Colibris, là, comme tu mentionnais tantôt. On est content d'être enfin en place dans l'hôtel de ville, pouvoir discuter avec les gens puis faire avancer les projets. Qu'est-ce qui est le plus frappant, le plus marquant quand on arrive comme ça? Parce que parfois, des gens peuvent nous en parler. Tu vas voir, ça va être comme ça. Tu vas voir, ça va être comme ça. Tu vas voir, les premiers mois, bien, on est dans l'apprentissage. Puis là, des fois, on se crée des attentes. Puis des fois, on arrive en poste, puis c'est comme on nous a dit, ou des fois, c'est différent, ou c'est mieux, ou c'est pire. Quelle est votre impression de votre début de mandat à l'égard des attentes que vous aviez pour ce travail-là? Je pense que c'est quand même assez similaire à ce que je m'attendais. J'ai été surprise parce qu'en fait, on a beaucoup de collaboration de l'administration. Ça, c'est un point où est-ce que je n'étais pas certaine, mais effectivement, l'administration est très près de nous. L'appareil municipal, L'appareil municipal, les fonctionnaires sont dévoués, sont là, sont prêts à nous aider. On a beaucoup de lieux d'échange, justement, pour faire avancer les projets. Fait que ça, c'est quelque chose que j'étais pas certaine que c'était pour être là, puis ça dépasse mes attentes, là, présentement, oui. Bon. Qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus long dans cet apprentissage quand on devient conseiller? Dans les premières semaines? Ce qui est plus long, c'est d'apprendre... moi, je suis une fille de projet puis d'action. Il faut que ça bouge vite, puis j'aimerais ça changer les choses tout de suite. Ce que là, c'est d'apprendre qu'il y a des lois, il y a des étapes, il y a plusieurs processus. Il y a le consensus aussi autour de l'attente, parce qu'on est 12 et on est 13 élus, finalement, rassemblés ensemble. Fait que ton idée, bien, il faut la vendre, il faut que les gens adhèrent. Fait que ça prend plus de temps que l'échéancier que tu te fais au travail là, pour atteindre un projet. Alors, je pense que c'est ça le plus gros choc culturel pour ma part. Là. Bon. Quels sont les principaux... Vous dites justement que vous souhaitez qu'il y ait des trucs qui avancent puis que ça aille un peu vite, bon, tout ça. Puis là, des fois, on est ralenti par la machine parce que la machine est la machine. C'est pas qu'elle est de mauvaise volonté, c'est qu'il faut faire avec. C'est quoi, selon vous, les principaux enjeux dans le district numéro 12 là, pour les semaines et les mois à venir? Quels sont les principaux trucs sur lesquels vous désirez faire avancer rapidement? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu du service de garde sur l'Île-Sainte-Thérèse. Ça, on a entamé les discussions là, avec la commission scolaire, avec la présidente de la commission scolaire, avec la ville aussi, où est-ce qu'on voit une grande ouverture de la ville pour le bâtiment. Mais c'est sûr que ça engage des ressources humaines, des questions administratives qui sont hors du contrôle de la ville, qui reviennent à la commission scolaire. Alors là, on est en attente. Puis justement, par rapport à ça, on va voir comment on va pouvoir faire avancer ce dossier-là. Mais je suis contente, au moins, les discussions sont déjà enclenchées, là, puis il y avait de l'ouverture des deux parties. Ça, c'est une priorité importante. Ça faisait partie également des engagements. Bien, des engagements. Puis les citoyens de l'Île-Sainte-Thérèse, les parents, là, ils étaient en demande là-dessus. Ils cherchaient des solutions. Puis ça répondait finalement à un besoin qui était exprimé là, depuis longtemps. Puis c'est sûr qu'après ça, on avait des enjeux dans Colibri pour sécuriser les corridors piétonniers pour les élèves, la vitesse. On a des écoles privées où est-ce que justement le 30 km/h présentement ne s'applique pas. C'est des dossiers qui sont pour moi importants parce qu'on parle de la sécurité des enfants, la sécurité routière, puis aussi c'est des aires de parc qui sont dans ces coins-là. Fait que ça, c'est des dossiers qui sont prioritaires pour moi également. Puis il y a toute la question des infrastructures sportives, là, qui était quand même au
au centre aussi, puis qui avait attiré beaucoup l'attention puis l'intérêt des citoyens. Ça, c'est des dossiers, notamment avec la subvention qui avait été annoncée là, par le ministre de l'Éducation. C'est des dossiers sur lesquels, présentement, avec l'équipe et avec le maire, on travaille activement là, pour faire progresser ça. Donc, les enjeux du quartier, mais aussi les conseillers et conseillères sont appelés à jouer différents rôles sur différents comités. Oui. Donc, il y a eu évidemment quelques nominations. Peut-être nous les résumer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà d'assister à quelques-uns de ces comités. Oui, bien là, on a commencé les comités consultatifs d'urbanisme. Oui. On appelle le CCU. Le CCU dans le jargon municipal. Alors ça, c'est débuté. On a déjà eu 2 rencontres. La présidente, c'est Mme Marcoux. Alors présentement, on a une bonne collaboration. C'est des rencontres qui ont débuté. On a démarré la semaine dernière des appels de candidature pour un nouveau comité qui est Relations avec les citoyens, transparence et ville intelligente. Alors ça, c'est une nouveauté que la nouvelle équipe en place là, avec M. Laplante, qu'on a décidé de mettre en place. Alors là, on est à la recherche de 6 citoyens, justement pour réinventer le lien entre le citoyen et l'administration municipale, qu'on parle d'urbanisme consultatif, participatif, qu'on parle juste des services, des plaintes, etc., avoir un réseau centralisé, que les citoyens puissent faire des recommandations qui fassent partie des solutions, qu'on puisse co-créer des politiques municipales puis trouver des solutions aux enjeux. Alors ça, c'est une grande préoccupation qu'on avait. Puis je suis très fière, là, justement, d'être dans ce comité-là et d'avoir lancé ça cette semaine. D'ailleurs, puisque vous en parlez, c'était aussi ma prochaine question. Donc, ce comité, d'ailleurs, on va recevoir votre collègue Yann Langlois la semaine prochaine. Oui. Et probablement que dans les semaines à venir aussi, une fois que vos candidatures, une fois que les postes seront comblés, on pourra probablement même en reparler de la structure de ce que vous voulez amener. Parce que c'est aussi un changement de... C'est un changement de vision. Ça fait partie également de votre équipe et de celle du maire Alain Laplante. Cette espèce de désir de mieux communiquer avec les citoyens, de les consulter davantage, de comprendre un peu mieux leur réalité, ça faisait partie des engagements. De quelle façon ça va s'articuler? Bon, Yann Langlois et vous-même êtes les élus dédiés à ce comité. Là, vous êtes en appel de candidature pour demander à des citoyens de siéger sur ce comité. Oui. Comment ça va s'articuler? Comment ça va fonctionner, ce comité? Bien, c'est sûr que là, c'est un nouveau comité. Alors, la mise en place va se faire également avec les citoyens. Il y a aussi la présence de l'administration municipale qui va être vraiment centrale, qu'on parle du service d'urbanisme, des communications, la direction générale, les citoyens. Et dans les citoyens, justement, ce serait intéressant d'avoir la panoplie environnement communautaire, des gens qui sont imprégnés des technologies. Et les premières rencontres vont nous permettre de faire, en bon français, un roadmap, là, pour voir comment on va adresser les enjeux. Puis c'est sûr qu'à court terme, on a des consultations sur des enjeux qui sont prioritaires, comme les golfs, entre autres, là, où est-ce que... c'est quelque chose sur lequel on veut, puis que tout le monde, c'est ça qui va arriver prochainement. Là. Puis, on va pouvoir justement se mettre les priorités, mettre les orientations, puis tout ça avec l'ensemble des citoyens et de l'administration municipale. Est-ce que c'est le genre de... En fait, est-ce que le souhait de l'administration, c'est d'avoir un comité qui, justement, à quelques occasions dans l'année, va pouvoir un peu aller tâter le pouls? Parce que parfois, la vie va vite, on est nous-mêmes le nez collé sur la vitre, pris dans tout ça. Puis des fois, on n'a peut-être pas le recul nécessaire de dire « Ouais, mais avez-vous pensé à ça, les citoyens, des fois? » Est-ce que c'est ça un peu l'idée, c'est d'aller chercher le pouls chez le citoyen, monsieur, madame, tout le monde, qui vivent des problématiques, puis des fois, ils se rendent peut-être pas aux yeux ou aux oreilles des élus ou des fonctionnaires? Mais à la base, ce comité-là, c'est vraiment pour trouver des solutions, pour mieux communiquer, que ce soit les urgences, que ce soit les projets, puis de voir justement ce que les gens ont besoin, quelle information qu'ils n'ont pas puis qu'ils aimeraient avoir. Mais c'est pas nécessairement des citoyens parce qu'on veut faire une vigie sur les différents sujets. C'est sûr que ça, on a le conseil municipal, on a plusieurs occasions pour récolter cette information-là. Mais là, je pense qu'on est vraiment en mode action sur comment on met en place des stratégies ou des outils pour rapidement améliorer notre façon de communiquer, être plus transparent, qu'on parle des données ouvertes, qu'on parle peut-être justement à la ligne 3.1, un peu comme à Montréal, service centralisé, où est-ce que les citoyens ont accès rapidement à quelqu'un avec des services, avec des gens justement qui ont une formation pour bien communiquer avec les citoyens. Là. Bon, et d'ailleurs, l'adresse est au bas de l'écran, donc si parfois vous êtes intéressé
à vous joindre et à siéger sur ce comité de citoyens. Vous avez jusqu'au 2 février pour signifier votre intention avec une lettre de motivation à l'adresse courriel qui est inscrite à l'écran en ce moment, greffe@sjsr.ca. Donc, Yann Langlois et Marilyn Charbonneau vont siéger sur ce comité. Donc, je présume que ça va prendre forme quelque part en février-mars, le temps de vous rencontrer, tout ça? Oui, c'est ça. Et voilà, le temps d'avoir des candidatures, choisir les citoyens, faire les premières rencontres. Fait que février-mars, on devrait débuter. De toute façon, je pense qu'il y avait les dates là, dans l'appel de candidature. Bon. Et je reviens peut-être rapidement sur l'urbanisme, parce que le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme dans une ville, c'est hyper important parce que les projets passent là, les demandes de dérogation, les changements de zonage, etc., etc. Il y a beaucoup, je ne sais pas, là, vous avez vécu quoi, 1 ou 2 comités à ce jour? On a 2 jusqu'à présent. Vous avez eu 2 jusqu'à présent. Ouais. Il y a quand même une somme de dossiers assez incroyable. On est dans le fin détail, là. Oui, on est dans du technique, la loi, l'urbanisme, etc. Mais j'avais déjà un background là-dedans hein, quand j'étais aux affaires municipales pour le cabinet du ministre dans le temps. Ça aide un peu? Mais c'était mes dossiers, c'était le schéma d'aménagement avec toute la réglementation en urbanisme. Fait que, disons que je suis très contente d'avoir ce bagage-là quand on arrive à la table, là, parce que c'est des gros enjeux, puis des fois, ça a l'air d'être des petites demandes, mais une dérogation mineure n'est pas toujours mineure, là, ça a des impacts. Oui, c'est le terme légal, large, mais dans les faits, ça. parfois, ça peut être assez important. Et voilà, fait que, je suis déjà un peu conscientisée à tout ça, puis je pense que ça l'aide aussi dans l'analyse puis dans la prise de décision, là, ça c'est sûr. Marilyn Charbonneau, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Restez avec nous au retour, la conclusion. Le Centre de partage communautaire Joannais est un organisme important dans notre communauté. On a besoin de vous, besoin de vos dons. Vous pouvez le faire par la poste ou encore en ligne. Vous avez les informations à l'écran en ce moment. N'oubliez pas qu'à chaque semaine, on vous présente un résumé des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 détaillants environ sur le territoire desservi par la télévision du Richelieu pour acheter vos livrets pour avoir la liste tvhr9.com. Et puis, entre-temps, bien sûr, si vous désirez me contacter, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.